Bienvenue pour Ici l'Europe, notre émission en partenariat avec France 24 et RFI. Alors que l'Italie se prépare à un référendum à haut risque le 4 décembre prochain, nous recevons une femme politique italienne, une eurodéputée au parcours hors du commun. Bonjour Cécile Kyenge. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes née dans l'ex-Zaïre pour devenir médecin. Vous émigrez en Italie où vous avez vécu un moment sans papier. En 2004, vous attrapez le virus de la politique. Vous devenez députée du Parti démocrate et puis ministre de l'intégration du gouvernement d'Enrico Letta. La présence d'une femme noire au gouvernement italien déclenche une avalanche de réactions racistes d'une violence inouïe, y compris au sein de la classe politique italienne. Vous défendez, il y a de nombreuses procédures en cours. En 2014, vous rejoignez le Parlement européen où vous défendez la cause des migrants. Alors, vous êtes en duplex de Strasbourg avec nous. Commençons par ce référendum prévenu la semaine prochaine, chez vous en Italie. Une consultation qui a été voulue par Matteo Renzi, le président du Conseil, qui appartient, d'ailleurs, je le souligne, à votre famille politique, le Parti démocrate. Alors, pourquoi avoir voulu à ce point modifier la Constitution et d'ailleurs mettre son destin politique en jeu ? Il faut dire que ça a été très courageux de sa part, mais aussi de tout le gouvernement, puisqu'il faut dire que si je dois commencer par dire que moi je voterai oui à ce référendum, puisque en ce moment-ci, le problème qui se pose, c'est entre ceux qui doivent voter oui et ceux qui doivent voter non. Alors, les raisons pour lesquelles je vais voter oui, c'est aussi les raisons pour lesquelles je soutiens Matteo Renzi dans ce parcours. C'est parce que je crois qu'après 30 ans de débat au niveau national, puisque nous sommes dans un pays où c'est difficile de pouvoir procéder à des réformes institutionnelles, c'est difficile de pouvoir changer certaines lois à cause du système bicaméral qui existe, c'est-à-dire pour changer une loi, il faut passer et au Parlement, c'est-à-dire à la Chambre, et il faut passer ensuite au Sénat aussi. Donc il faut éliminer ce système, essayer d'aller vers un système simplifié, un système simple et qui doivent donner des réponses concrètes immédiatement et au niveau législatif au pays. Vous êtes encore en plein dans la campagne, mais ce scrutin est en train de virer en vote pour ou contre Matteo Renzi. Pour vous, est-ce qu'il peut encore gagner son pari, se maintenir au pouvoir, ou est-ce que c'est encore une nouvelle période de chaos qui attend l'Italie ? Bon, on doit sortir de cette logique. Je crois que le Premier ministre aussi l'a bien compris. On doit sortir de la logique. Mais il a dit qu'il démissionnerait si sa réforme n'était pas acceptée. Oui, bon, exactement, mais je crois qu'en un moment, disons une période pareille, il faudrait à un certain moment que chacun puisse prendre sa part de responsabilité, et lui, il est en train de prendre sa part de responsabilité, mais il faudrait aussi préciser que les valeurs qui sont contenues dans notre Constitution, c'est-à-dire la première partie, n'est pas touchée. Ce qui est en train d'être modifié, c'est surtout les systèmes qui doivent emmener vers la simplification et vers l'élaboration aussi, les décisions sur le système législatif. Mais alors, en arrivant au pouvoir, vous le rappelez, il y a un peu plus de 2 ans, Matteo Renzi avait le soutien des Italiens pour réformer son pays de fond en comble. Et puis, il semble l'avoir perdu au profit notamment de ce mouvement 5 étoiles qui grimpe avec l'humoriste Beppe Grillo à sa tête. L'Italie est donc un peu rattrapée par cette vague populiste qui déferle sur l'Europe. Oui, c'est ça le problème, puisque moi je crois qu'en ce moment-ci, et l'Europe et les États membres doivent donner des réponses concrètes aux problèmes qui concernent la population. Or, en ce moment, il y a beaucoup de réponses qu'on n'arrive pas à donner sur la crise économique, c'est-à-dire créer de l'emploi pour le chômage des jeunes, par exemple, sur la crise, sur la sécurité, pour ce qui concerne l'Europe, notre territoire. Il y a la crise des migrants qu'on n'arrive pas à donner une réponse sur comment gérer d'une façon responsable la crise, entre guillemets, j'appelle crise des migrants, puisque ce n'est pas une crise, il n'y a pas une invasion comme les gens veulent nous faire comprendre. Donc tout se confond. Et qui est au pouvoir en ce moment, c'est la personne qui est au pouvoir qui est en train de perdre. Donc les personnes croient que c'est cette personne qui incarne en quelque sorte tout ce qui peut être l'échec. Et si pas cette personne, c'est aussi les derniers arrivés, c'est-à-dire les migrants, les personnes les plus faibles. Et on crée une espèce
disons, une espèce de guerre entre les classes les plus démunies, entre les pauvres, et c'est fatal. Alors, il y en a une en Europe, une personnalité qui semble résister à l'érosion du pouvoir, à savoir la chancelière Angela Merkel. Elle brigue en effet un 4e mandat. Elle sera donc la candidate des chrétiens démocrates aux législatives prévues en septembre prochain. Les explications tout de suite de Johanna Citruc. Ces derniers jours, la rumeur devenait insistante. Elle a finalement officialisé sa décision. Au pouvoir depuis 2005, Angela Merkel briguera un 4e mandat de chancelière. Aujourd'hui, j'ai annoncé à la présidence de mon parti que j'étais prête à être candidate à nouveau le 1er décembre au mandat de représentante de la CDU. Et selon moi, cela va de pair, que je serai candidate au mandat de chancelière fédérale de la République d'Allemagne. Une candidature appuyée par son parti. Dans le contexte actuel, le mouvement conservateur estime qu'Angela Merkel est un gage de stabilité. Je pense qu'il est important que nous ayons quelqu'un qui peut maintenir la cohésion dans notre société, quelqu'un qui peut construire des ponts et rassembler les gens. Donc je voudrais qu'elle continue comme chancelière à partir de 2017 et beaucoup de personnes à travers le pays sont du même avis. Pourtant cette année, la chancelière a vu sa cote de popularité baisser et son parti a subi plusieurs défaites lors de scrutins régionaux. En cause, sa politique à l'égard des réfugiés jugée trop généreuse. Angela Merkel dispose toutefois d'un atout de taille, le manque d'alternatives. Pour l'heure, aucun candidat ne semble s'imposer. Ça va, je peux l'accepter, même si je ne suis pas un grand fan de la CDU. Mais je pense que Mme Merkel est préférable. En fait, je ne vois aucune alternative pour le moment. Je ne vois personne qui puisse faire mieux qu'elle. Il n'y a pas d'autres options. Et puis elle n'a pas fait un si mauvais travail. Selon un sondage, 55% des Allemands souhaitent que la chancelière reste en poste. Mais le chemin est encore long. Les élections législatives auront lieu en septembre 2017. Voilà, Anguille forever. Est-ce qu'Angela Merkel va réussir à se maintenir à la chancellerie? Ou est-ce que c'est d'ailleurs très bon pour l'Europe, Madame Kyenge? Oui, bon, avant tout, il faut dire que moi j'appartiens au groupe des socialistes et démocrates, donc j'espère que le SPD puisse gagner. Bon, je l'espère de tout cœur, mais de toute façon, je félicite Angela Merkel puisqu'elle a eu le courage de pouvoir proposer certaines politiques, par exemple pour ce qu'on a bien entendu, la politique sur les migrants. Bon, ça a été jugé généreuse, une politique assez généreuse, mais je crois qu'elle a eu le courage quand même de pouvoir se prononcer, de pouvoir ouvrir ses portes. Et alors aujourd'hui, on a besoin d'une alternative, d'une personne capable de pouvoir arrêter cette vague de populisme quelque part, puisque c'est l'unique jusqu'à présent qui a réussi sur beaucoup de thèmes. Bon, je peux alors, sortir sur du thème des l'immigration, migrants pour aussi... Oui. Vous lui rendez un bel hommage, mais elle a changé de politique, puisque après avoir ouvert grand les portes, elle est en train de les refermer. Il y a eu cet accord avec la Turquie, et maintenant elle essaie de passer des accords avec des pays africains pour empêcher justement ces vagues migratoires. Comment est-ce que vous jugez ce revirement ? Bon, je regrette, mais ça, je ne le partage pas tellement, puisque je l'ai soutenu. J'étais très contente de trouver un leader politique capable de pouvoir affronter ouvertement, en ouvrant les frontières, vers une politique migratoire qui n'est pas purement sécuritaire, mais une politique qui sait accueillir les migrants, une politique qui sait aussi intervenir sur les causes profondes, tout en sachant que la libre circulation, c'est un droit, la liberté de pouvoir migrer, c'est un droit qui se trouve aussi dans beaucoup de, disons, dans des cartes, dans des chartes internationales. Donc, je l'ai bien accompagné. Mais sur le virement, c'est-à-dire, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait qu'il faut freiner les gens pour qu'ils restent dans leur pays, puisque moi, je trouve qu'en ce moment-ci, c'est l'Europe aussi qui doit changer d'approche envers l'Afrique, c'est-à-dire intervenir sur les causes profondes qui déplacent les migrants. On parle de là sur le défi sur le terrorisme, la lutte contre la pauvreté,
éviter les dictatures, c'est-à-dire l'instabilité politique qu'on a dans beaucoup de pays. Il faut prendre par exemple l'exemple de la RDC, l'exemple du Burundi. Alors prenons l'exemple de la RDC. La République démocratique du Congo, où vous êtes né, je rappelle. Le président Joseph Kabila veut se maintenir à tout prix au pouvoir. Est-ce que l'Europe en fait assez, ou est-ce que l'Europe a renoncé à promouvoir la démocratie en Afrique et obsédée comme elle l'est par les seules questions migratoires? Bon, c'est sur ça qu'on doit beaucoup s'interroger. L'Europe est en train de faire beaucoup de choses. Bon, je donne le cas de la RDC. On a fait beaucoup de résolutions, surtout le Parlement s'est beaucoup investi sur cette, disons, sur la RDC. Mais je crois qu'on peut faire un peu plus, puisque moi, je suis toujours de l'idée que, en ce moment-ci, on doit privilégier l'alternance au pouvoir dans certains pays, mais surtout de la liberté d'expression, la liberté aussi d'opinion, la possibilité qu'il y a une opposition qui peut parler librement, liberté de manifestation. Or, dans beaucoup de pays, ces droits sont bafoués et c'est là qu'on doit aller tout droit jusqu'à arriver aux sanctions ciblées. Puisque, en quelque sorte, il faut qu'on protège, s'il n'y a personne qui est en train de protéger les droits... Contre qui, en l'occurrence, en République démocratique du Congo, vous... Sur les personnes, les responsables des crimes de masse qui ont été faits au Congo jusqu'à présent. On parle par exemple des crimes qui ont été faits durant les manifestations, les répressions quand il y a, je prends seulement l'exemple du 19 septembre. Donc, ça peut arriver que ce soit le président de la République, ça peut arriver que ce soit, puisque ce sont des sanctions individuelles. On doit voir qui sont les responsables de ces crimes de masse à l'Est, à Béni. Il faut voir qui sont à la base de tout ça dans l'armée. Et je crois qu'on doit être vraiment strict jusqu'à arriver à la Cour pénale internationale, que les pays africains même sont en train de mettre en discussion. Mais je crois que le peuple doit s'interroger, puisque si tous ces pays sortent de la Cour pénale internationale, qui va protéger le peuple? Où est-ce qu'ils vont aller? Puisqu'il n'y a pas de séparation de pouvoir entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, mais aussi les politiques. Alors, parlons d'une autre élection qui a fait beaucoup parler d'elle, celle de Donald Trump à la Maison-Blanche aux États-Unis, qui a été véritablement une claque aussi pour les Européens qui ne s'y attendaient pas. Est-ce que, selon vous, ça va changer concrètement beaucoup de choses dans la relation transatlantique ? Bon, je crois, oui, il y aura sûrement des changements en cours, puisque là, il y a une très grande incertitude. Personne ne connaît Donald Trump comme une personne, disons, personne ne connaît son passé en politique. On le connaît comme homme d'affaires, comme le milliardaire, mais on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'arguments pour la politique qu'il a fait dans le passé. Donc, c'est une très grande incertitude. Bon, il faut d'abord dire tout haut qu'il a gagné. Dans la démocratie, quand quelqu'un gagne, il faut le reconnaître, et lui, il a gagné. Et il faut aussi le dire, puisque ça va servir de leçon aussi à l'Europe, puisque s'il a gagné, c'est-à-dire il a dû intercéder les besoins et les appels de la population. On va voir. La grande incertitude, c'est le fait qu'on ne sait pas exactement de quel côté il va aller, on ne sait pas exactement quelle politique il va faire, mais si je dois me baser sur ce qu'il a dit durant la campagne, sa campagne électorale, moi je le condamne sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont allées contre le respect des droits de l'homme, et sur ça, je suis assez stricte, et je crois qu'on aurait bien fait durant la campagne, même bien avant, de mettre en discussion cette façon de faire la campagne. Très bien. Alors maintenant, on va en venir, si vous voulez, au comportement des Européens, avec le commissaire allemand Günther Oettinger, qui s'est fait remarquer encore avec des propos racistes à l'égard des Chinois, et puis on a appris qu'il voyageait à bord d'un jet privé fourni par un lobbyiste pro-russe. Est-ce qu'il doit conserver son poste au sein de la Commission ou est-ce qu'il devrait partir ? Et là, c'est assez compliqué, puisque moi, je crois que s'il doit partir, c'est-à-dire que le président Juncker devrait normalement mettre main à ce qui est tous les critères aussi du point de vue éthique, ceux qui règlent aussi la position de certains commissaires, des personnes qui occupent les institutions. Mais si je dois le juger par son comportement, je dirais oui, il devrait normalement laisser sa place, mais il faut voir ce qui est contenu dans le règlement, les critères
qui nous disent qu'une personne peut rester au pouvoir, une personne peut quitter sa place et occuper une autre place après combien de temps? Point d'interrogation. On doit un peu s'interroger sur le contenu de ces critères. C'est à ce moment-là qu'on pourrait aussi prétendre son départ. Mais j'insiste à dire, notre comportement devrait normalement, et pas seulement attendre ces règles qui sont écrites, mais aussi pouvoir se rappeler qu'on ne représente pas sa propre personne, on représente une institution avant tout. Et c'est là la question qu'on doit remettre aux institutions européennes, qu'on doit poser au président Juncker. C'est un mauvais président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Vous lui reprochez de ne pas faire le ménage correctement? Je crois je ne lui reproche pas directement, mais je dirais qu'il faudrait être un peu plus dur, un peu plus fort même pour prétendre pour rappeler la position des États membres sur certains thèmes, comme celui-là par exemple, comme celui des migrants, 160 000 migrants qui devaient être relocalisés entre l'Italie et la Grèce, et nous sommes seulement à 5%. Donc il y a beaucoup de thèmes sur lesquels je demande la main, le point très fort là, de Juncker, le fait qu'il doit vraiment s'engager assez fortement, mais je crois peut-être qu'il est aussi en difficulté sur certains arguments avec les États membres, puisque ce n'est pas simple. Après tout, dans l'administration, il y a aussi la politique qu'il faut faire avant d'arriver à des accords. Mais il faut surtout ne pas oublier que la question de l'intégration de l'Europe dépend aussi de la solidarité entre les différents États membres et que la solidarité ne peut pas être flexible. Un peu plus de poigne, donc, Monsieur Juncker. Voilà ce que vous demandez. Merci à vous d'avoir été notre invitée, Madame Kyenge. Oui. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de Radio France Internationale ou bien sur France 24. À très bientôt à tous.